Les frères se sont moqués de mon collier que j'ai hérité, mais quand ils découvrent sa valeur, ils désespèrent. Sylvie Odette Lefebvre tenait fermement le petit collier entre ses doigts tremblants, tandis qu'elle écoutait les éclats de rire de ses frères résonner dans la salle de l'étude notariale. La lecture du testament de la grand-mère s'était achevée quelques minutes plus tôt, et elle tentait encore de digérer ce qui venait de se passer. « Sérieux, Sylvie? Tu as gardé cette vieillerie pendant que nous, on a la maison et les vrais bijoux ?» lança Thibaut, le frère aîné, essuyant ses larmes de rire. Mamie a dû confondre les choses sur ses vieux jours. Maxime, le frère du milieu, secouait la tête avec un sourire moqueur en rangeant les documents de l'héritage dans la poche de son veston. « Au moins, elle n'aura pas à s'occuper de quoi que ce soit d'important, » commenta-t-il, en tapotant l'épaule de Sylvie comme pour la consoler. « Imagine si elle avait hérité de la maison de mamie. Elle aurait vite tout vendu pour payer les factures. » Sylvie serra les lèvres, sentant son visage s'enflammer sous l'humiliation. Les gens dans la salle de l'étude notariale la regardaient avec pitié, chuchotant entre eux sur le partage si inégal de l'héritage. Elle connaissait ce collier depuis son enfance, toujours pendu au cou de sa grand-mère lors des visites dominicales, mais elle n'aurait jamais imaginé que ce serait son seul souvenir de la femme qui l'avait élevée après le départ de ses parents. « Mamie portait toujours ce collier, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour ses frères. « Bien sûr qu'elle le portait, » ricana Thibaut, « parce qu'elle n'avait rien de mieux à mettre. Maintenant qu'on a vu les vrais bijoux qu'elle gardait dans le coffre, on comprend pourquoi celui-là traînait dans un tiroir. » Le notaire de la famille s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. « Eh bien, les documents sont en règle. Madame Odette a tout très clairement stipulé dans son testament. Chaque héritier reçoit exactement ce qui a été spécifié. » Maxime rit de nouveau, faisant teinter les clés de la maison héritée. « Au moins, pas besoin de lui faire de la place dans le coffre pour garder ce trésor, » dit-il, en montrant le collier dans les mains de Sylvie. Thibaut s'approcha de sa sœur avec une expression qui se voulait amicale. « Écoute, Sylvie, si tu veux vendre ce truc et partager l'argent entre nous trois en signe d'équité, je suis pour. Ça doit valoir 20 € au maximum, mais c'est mieux que rien. » Sylvie avala sa salive, la gorge serrée. « Je ne le vendrai pas. Ce collier a une valeur sentimentale pour moi. » L'explosion de rire des deux frères fut si forte que d'autres personnes dans l'étude se retournèrent pour voir ce qui se passait. « Valeur sentimentale ?» s'esclaffa Maxime. « Sylvie, tu parles sérieusement? C'est un bout de métal vieux avec des petites pierres qui brillent à peine. Laisse-la avec ses illusions, » dit Thibaut, prenant les papiers sur la table. « Elle a toujours été un peu rêveuse, de toute façon. Viens, Maxime, on va voir notre nouvelle maison. » Les deux frères sortirent de la salle en riant encore, laissant Sylvie seule avec le collier et le poids de l'humiliation. Elle regarda le petit bijou dans le creux de sa main, remarquant pour la première fois les détails complexes qu'elle n'avait jamais observés auparavant. Le métal avait une douce teinte dorée et les petites pierres étaient disposées selon un motif qui semblait raconter une histoire. Ce soir-là, Sylvie arriva dans son petit appartement au 2e étage d'un immeuble modeste au centre-ville. Le contraste avec le manoir que ses frères avaient hérité était criant, mais elle avait toujours été fière de payer son propre loyer avec son salaire de professeur retraité. Elle posa le collier sur la commode de sa chambre et l'observa quelques minutes avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, la sonnette retentit tôt. Thibaut et Maxime se tenaient à la porte, portant des cartons et affichant des sourires exagérés. « Surprise, petite sœur, » dit Maxime en entrant sans invitation. « On est venu te faire une petite visite et te montrer quelques-unes des choses qu'on a héritées. » Thibaut posa l'une des boîtes sur la table du salon et commença à en sortir des objets. Collier de perles, boucles d'oreilles en diamant, bague dorée qui étincelait sous la lumière de la fenêtre. « Regarde-moi ces merveilles, » dit-il en prenant un collier de diamants. « Ça vaut plus que ton appartement entier, Sylvie. » Maxime rit, prenant une bague avec une énorme pierre rouge. « Et dire que tu étais contente avec cette pacotille. Au fait, où est-elle? Je veux la comparer aux vrais bijoux. » Sylvie hésita un instant, mais finit par aller chercher le collier dans la chambre. Quand elle revint, les frères avaient déjà étalé tous les bijoux sur la table, créant une véritable vitrine de richesse. « Mets-le là au milieu, » dit Thibaut, en pointant un espace entre deux colliers en or. « On va voir la différence. »
Sylvie posa son collier au milieu des autres bijoux, et la différence était vraiment frappante. Alors que les autres pièces brillaient et attirèrent l'attention, son collier paraissait simple et sans éclat. « Tu vois ?» dit Maxime en secouant la tête. « C'est comme comparer une charrette à une Ferrari. Ça n'a aucun sens. » Thibaut prit le collier de Sylvie et l'examina de près. Ces petites pierres n'ont même pas l'air vraies. Et ce métal, ce doit être un alliage quelconque, pas de l'or véritable. « Vous avez fini ?» demanda Sylvie en tendant la main pour reprendre le collier. « Du calme, dit Maxime. « On apprécie encore ton héritage. C'est important de valoriser ce qu'on a, non ?» Les deux rirent à nouveau, mais Thibaut rendit le collier à sa sœur. « Écoute Sylvie, nous deux on a discuté hier et on est arrivé à une proposition équitable, dit-il en rangeant les bijoux dans la boîte. Et si tu vendais ton collier et qu'on partageait l'argent tous les trois, comme ça on est tous égaux entre frères et sœurs. » « Ce n'est pas égal, répondit Sylvie en serrant le collier contre sa poitrine. « Vous avez bien plus que moi. »« Justement, dit Maxime, nous sommes généreux. Tu pourrais garder tout l'argent de ton collier, mais on te propose de partager avec toi une partie de notre valeur. C'est un geste de bonté. » Sylvie regarda ses frères avec incrédulité. « Vous parlez sérieusement ?»« Tout à fait, dit Thibaut. La famille est la famille, non? Il faut s'entraider. Si c'est le cas, pourquoi vous ne partagez pas les vrais bijoux avec moi ?» La question fit que les deux frères échangèrent un regard inconfortable. « Eh bien, c'est différent, dit Maxime. Ces bijoux ont une valeur historique, on ne peut pas les diviser. Mais ton collier, bon, c'est plus symbolique, non ?»« Exactement, approuva Thibaut. C'est le geste qui compte. » Sylvie prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Je vous ai déjà dit que je ne vendrai pas. Ce collier a une signification pour moi. » « Quelle signification ?» demanda Maxime d'un ton irrité. « C'est un vieux morceau de métal, Sylvie. Tu te fais des idées. »« Peut-être qu'elle a besoin d'aide professionnelle, chuchota Thibaut à l'oreille de Maxime, mais assez fort pour que Sylvie l'entende. Cet attachement à des objets sans valeur n'est pas normal. Sylvie sentit son visage s'échauffer de nouveau. « Je t'ai entendu, Thibaut. Et c'est la vérité, dit-il en se levant de sa chaise. Tu te fais des illusions, ma sœur. Ce collier ne vaut rien. Et rêver qu'il est spécial montre juste que tu ne gères pas bien la réalité. » Maxime se leva aussi, aidant Thibaut à porter les boîtes. « Réfléchis à notre proposition, Sylvie, dit-il sur le pas de la porte. Pendant que tu t'accroches à des babioles, nous, on s'occupe du véritable patrimoine familial. » Après le départ de ses frères, Sylvie resta assise dans le salon pendant un long moment, regardant le collier dans ses mains. Avait-il raison? Se faisait-elle vraiment des illusions? Cet après-midi-là, elle décida de faire une petite recherche. Elle descendit jusqu'à la bijouterie de M. André, au rez-de-chaussée de l'immeuble voisin. L'homme était connu dans le quartier pour acheter et estimer des bijoux anciens. « Bonjour, Madame Sylvie », salua André en s'essuyant les mains avec un chiffon. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Je voudrais que vous jetiez un coup d'œil à ce collier, » dit-elle, en posant la pièce sur le comptoir. « J'aimerais savoir combien il vaut. » André prit le collier et l'examina rapidement, sans utiliser aucun instrument spécial. « murmura-t-il en tournant la pièce dans tous les sens. « Il a l'air ancien, mais rien d'extraordinaire. Le métal n'est pas de l'or pur, et ces petites pierres, eh bien, ce n'est que du verre coloré. » Le cœur de Sylvie chuta. « Vous êtes sûre ? Écoutez, Madame Sylvie, je travaille là-dedans depuis plus de 30 ans, dit André en rendant le collier. Je peux vous offrir une dizaine d'euros pour la pièce, mais c'est plus par politesse que pour sa valeur réelle. » Sylvie sortit de la bijouterie encore plus découragée. Ses frères avaient raison finalement. Elle s'était montée un scénario sur quelque chose qui ne valait rien. Arrivée chez elle, elle rangea le collier dans le tiroir de la commode, essayant d'oublier toute cette histoire. 2 jours plus tard, elle arrosait les plantes du balcon quand Madame Solange, la voisine de l'appartement d'à côté, vint lui parler. « Sylvie, ma fille, tu as l'air abattue, » dit la dame de 70 ans passés. « Il s'est passé quelque chose ?»« Ah, Madame Solange, c'est une longue histoire, » soupira Sylvie. « J'ai le temps, » sourit la voisine. « Et du café frais. » Toutes deux s'assirent sur le balcon et Sylvie raconta toute l'histoire de l'héritage et de l'humiliation qu'elle avait subie. Quand elle mentionna le collier, Madame Solange demanda à voir la pièce. « Attends un instant, » dit Sylvie, allant chercher le collier dans le tiroir. Quand Madame Solange vit le collier, ses yeux s'écarquillèrent.
Mon Dieu du ciel, murmura-t-elle, prenant la pièce délicatement. Sylvie, où as-tu dit que tu avais eu ça? C'était à ma grand-mère. Pourquoi? Madame Solange retourna le collier, examinant chaque détail avec soin. Ma fille, j'ai travaillé comme domestique dans des maisons riches pendant 50 ans de ma vie. J'ai vu beaucoup de bijoux chers passer entre les mains de mes patronnes, dit-elle d'une voix sérieuse. Ah, ce collier, il me rappelle beaucoup les pièces que je voyais dans les plus vieilles demeures de la ville. Sylvie sentit son cœur s'accélérer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que ce genre de travail, cette technique d'entrelacement des fils de métal, ce n'est pas n'importe quel bijoutier qui sait la faire, expliqua Madame Solange, et ces petites pierres, elles peuvent sembler simples, mais regarde comme elles sont taillées. C'est un travail très délicat. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, je continue. Sylvie reprit le collier et l'examina de plus près. Il y avait effectivement des détails qu'elle n'avait pas remarqués avant. Les fils de métal formaient un motif complexe, presque comme une dentelle tissée dans l'or, et les petites pierres, même sans briller beaucoup, avaient des coupes précises et symétriques. Vous pensez qu'il peut valoir plus que ce que j'imaginais? Ma fille, je ne suis pas spécialiste, dit Madame Solange. Mais à ta place, j'apporterai cette pièce à quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Pas un bijoutier ordinaire, mais un spécialiste en antiquité. Ce soir-là, Sylvie resta éveillée à chercher sur Internet des informations sur les techniques anciennes de joaillerie. Elle trouva des images de colliers anciens qui ressemblaient aux siens, surtout dans le motif d'entrelacement des fils. Certains sites mentionnaient que certaines techniques de joaillerie du XIXe siècle étaient considérées comme perdues et que les pièces authentiques de cette époque avaient une valeur historique au-delà de la valeur des matériaux. Le lendemain matin, elle appela Thibault pour partager ses découvertes. « Allô Thibault, c'est Sylvie. »« Salut Sœurette, tu as décidé d'accepter notre proposition ?»« Non, en fait j'ai fait des recherches sur le collier, et je pense qu'il pourrait être plus ancien que ce qu'on imaginait. » Thibault rit de l'autre côté du fil. « Sylvie, pour l'amour du ciel, tu es encore dans ce fantasme ?»« Ce n'est pas un fantasme, Thibault. J'ai trouvé des infos sur des techniques anciennes de joaillerie qui ressemblent beaucoup à... » « Sylvie, arrête, l'interrompit-il. Vous vous faites des illusions encore une fois. Ce collier ne vaut rien et vous cherchez des raisons de croire le contraire ne fait que vous faire du mal. Mais et si... Il n'y a pas de « et si », Sylvie. La réalité, c'est que vous avez hérité d'un bibelot sans valeur et vous inventer des théories du complot là-dessus ne changera pas les faits. Quand Thibault a raccroché, Sylvie a ressenti un mélange de frustration et de détermination. Elle a décidé qu'elle allait enquêter par elle-même, même si ses frères la prenaient pour une folle. Elle a cherché sur Internet des spécialistes en antiquité dans la région et a trouvé un antiquaire dans une ville voisine, à environ 2 heures de bus. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas d'argent pour le voyage. Sa pension de retraite couvrait à peine ses dépenses de base et le billet de bus, accompagné des frais de consultation, représentait une dépense importante pour elle. 2 jours plus tard, Thibault et Maxime se sont de nouveau présentés à son appartement, cette fois sans prévenir. « Sylvie, il faut qu'on parle », a dit Thibault en entrant dans le salon avec un air sérieux. « Nous avons appris que vous faisiez des recherches sur ce collier sur Internet », a dit Maxime, les bras croisés. « Nos cousins ont dit que vous racontez avoir découvert quelque chose d'important. » Sylvie s'est sentie démasquée. Elle avait effectivement mentionné ses recherches à quelques parents lors d'une conversation téléphonique anodine. « Ça ne coûte rien de vérifier », a-t-elle dit sur la défensive. « Si, ça coûte », a répliqué Thibault. « Ça coûte votre santé mentale et notre patience. Sylvie, vous devenez obsessionnelle avec ça. » Maxime s'est assis sur le canapé, adoptant une posture plus amicale. « Écoute, sœur, on s'inquiète pour toi. Depuis la lecture du testament, tu n'arrives pas à accepter la réalité. Chercher une valeur là où il n'y en a pas ne fait que te faire souffrir. » « Et si toute la famille commence à penser que tu as des problèmes mentaux, » a ajouté Thibault, « comment cela va-t-il rejaillir sur notre réputation ?» L'insinuation a profondément blessé Sylvie. « Vous dites que je suis folle. »« On dit que tu as une fixation malsaine, » a dit Maxime, « et il faut que ça s'arrête avant que ça ne s'aggrave. » Thibault s'est approché de Sylvie et a posé la main sur son épaule. « On fait comme ça. Je t'achète ce collier pour 50 €.
C'est bien plus que ce qu'il vaut, mais c'est un geste affectueux de frère. Tu prends l'argent, tu t'achètes quelque chose de sympa, et on en finit avec cette histoire une bonne fois pour toutes. « Pourquoi tenez-vous tant à ce que je me débarrasse du collier ?» a demandé Sylvie, méfiante. Les deux frères ont échangé un regard rapide avant que Thibaut ne réponde. « Parce qu'on veut que tu arrêtes de souffrir à cause d'un truc sans importance. »« Et parce que ça devient gênant pour la famille », a ajouté Maxime. « Les gens commencent à dire que tu n'as pas bien accepté l'héritage. » Sylvie a senti la colère monter en elle. « Donc vous vous inquiétez surtout de ce que les gens vont penser ?»« On s'inquiète pour toi, » a dit Thibaut, mais le ton ne sonnait pas sincère. « Et oui, on se soucie aussi de l'image de la famille. Les deux vont de pair. » Maxime s'est levé du canapé. « Sylvie, je vais être direct. Si tu continues avec cette obsession pour le collier et que tu répands des théories farfelues sur sa valeur, on va devoir prendre des mesures. » « Quel genre de mesures ? Couper toute aide que tu pourrais éventuellement recevoir de la famille, » a dit Thibaut. « Et faire savoir à tous les parents que tu traverses des difficultés émotionnelles. » La menace était claire. Sylvie a senti le sol se dérober sous ses pieds. Bien qu'elle arrive à subvenir seule à ses besoins, elle savait qu'en cas d'urgence, elle comptait toujours sur le soutien de ses frères plus aisés. Et l'idée d'être étiquetée comme déséquilibrée mentalement auprès de toute la famille était terrifiante. « Vous feriez vraiment ça pour moi ? Nous espérons que ce ne sera pas nécessaire, » a dit Maxime en se dirigeant vers la porte. « Le choix est à toi, Sylvie. Tu veux la paix dans la famille ou tu veux continuer ce fantasme ?» Après le départ de ses frères, Sylvie resta assise dans le salon pendant des heures, regardant le collier dans ses mains. La pression émotionnelle était intense. Une partie d'elle voulait abandonner, vendre le collier et retourner à une vie normale. Mais une autre partie, une voix petite mais persistante, lui murmurait qu'il y avait quelque chose de plus dans cette histoire. La semaine suivante, elle prit une décision qui allait tout changer. Elle vendit quelques-uns de ses rares objets de valeur, une bague qui avait appartenu à sa mère, une petite chaîne hi-fi qu'elle utilisait rarement et quelques livres anciens qu'elle gardait depuis des années. Avec l'argent récolté, elle acheta un billet de bus pour la ville voisine et prit rendez-vous avec l'antiquaire qu'elle avait trouvé sur Internet. Pendant le trajet de 2 heures, son cœur battait à tout rompre. Et si ses frères avaient raison? Et si elle se faisait vraiment des illusions? Mais elle ne parvenait pas à chasser le sentiment qu'il y avait quelque chose de spécial dans ce collier, quelque chose qui dépassait la valeur monétaire. Dans le bus, elle s'assit à côté d'une dame bien habillée qui portait une serviette pleine de papier. « Excusez ma curiosité », dit la dame en remarquant que Sylvie manipulait nerveusement une petite boîte. « Mais vous apportez quelque chose à faire estimer ?» Sylvie hésita, mais finit par raconter une partie de l'histoire à l'inconnu. « Que c'est intéressant, » dit la femme, se présentant comme professeur Martine de la galerie d'art de la ville. « Je travaille dans les expositions depuis plus de 20 ans. Puis-je jeter un coup d'œil à la pièce ?» Avec précaution, Sylvie ouvrit la petite boîte et montra le collier à la professeure. Martine prit délicatement la pièce, l'examinant attentivement. Son expression changea progressivement, passant d'une curiosité anodine à un intérêt professionnel. « Ce type d'entrelacement, » murmura-t-elle. « J'ai déjà vu cette technique, mais elle est extrêmement rare. Vous pensez vraiment qu'elle pourrait avoir de la valeur ? » « Eh bien, je ne suis pas experte en joaillerie, » dit Martine en rendant le collier avec soin. « Mais j'ai organisé une exposition sur la joaillerie européenne du 19e siècle, il y a quelques années, et il y avait des pièces avec des techniques très similaires à celle-ci. Le travail est définitivement artisanal de haut niveau. » Le cœur de Sylvie s'emballa. « Européenne ? » ?»« Oui, plus précisément de régions qui font aujourd'hui partie de la Suisse et de la Belgique. Il y avait des familles de joailliers qui ont développé des techniques très spécifiques, presque comme des signatures. Mais cela remonte à plus d'1 siècle. Pendant le reste du voyage, la professeure Martine expliqua les différentes écoles de joaillerie européennes, et Sylvie absorba chaque information comme une éponge. Lorsqu'elles arrivèrent à destination, la professeure donna sa carte à Sylvie. « Si vous découvrez quelque chose d'intéressant sur cette pièce, faites-le moi savoir. Je serais ravi d'en apprendre davantage sur son histoire. » La boutique de l'antiquaire se trouvait dans le centre historique de la ville, dans un immeuble ancien, aux vitrines remplies d'objets curieux. Le propriétaire, M. Marcel, était un homme d'environ 60 ans, avec des loupes suspendues autour du cou
et les mains tachées à force de manipuler des pièces anciennes. « Alors, Madame Sylvie, parlez-moi de cette pièce que vous avez apportée, » dit-il en la conduisant vers une table au fond de la boutique couverte d'instruments d'évaluation. Sylvie raconta toute l'histoire de l'héritage, en essayant de ne pas mentionner le scepticisme de ses frères pour ne pas influencer l'évaluation. Marcel écouta attentivement, tout en examinant le collier avec différentes loupes et instruments. « Intéressant, » murmura-t-il en ajustant ses lunettes. « Très intéressant. Pouvez-vous m'en dire quelque chose ?» Marcel continua d'examiner la pièce en silence pendant quelques minutes encore. Puis il posa les instruments sur la table et regarda Sylvie droit dans les yeux. « Madame Sylvie, j'ai besoin de quelques jours pour effectuer des recherches plus approfondies. Cette pièce présente des caractéristiques qui ont attiré mon attention et je souhaite consulter quelques catalogues spécialisés avant de donner un avis définitif. Mais pouvez-vous me donner une première impression ? Je peux vous dire que ce n'est définitivement pas une pièce ordinaire. Le travail est d'une très haute qualité et certaines techniques que je vois ici ne sont plus utilisées depuis des décennies, expliqua-t-il. Quant à la valeur, eh bien, cela dépendra de la provenance et de l'authenticité. Et de combien de temps avez-vous besoin ? 3 ou 4 jours. Et tenez, je vais être honnête avec vous. Je suis suffisamment intrigué pour ne pas facturer l'évaluation. C'est le genre de pièce qui éveille ma curiosité professionnelle. Sylvie sortit de la boutique avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Pour la première fois, quelqu'un prenait son collier au sérieux, au lieu de simplement le rejeter comme sans valeur. Pendant le trajet du retour, elle ne put s'empêcher de penser à l'expression d'intérêt authentique sur le visage de Marcel, et aux paroles du professeur Martin sur la joaillerie européenne, et si sa grand-mère lui avait vraiment laissé quelque chose de spécial. En arrivant chez elle, elle trouva un message sur le répondeur. C'était Thibault. « Sylvie, j'ai appris que tu es sortie de la ville aujourd'hui. J'espère que tu n'as fait aucune bêtise. Rappelle-moi quand tu rentres. » Elle ne rappela pas. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentait qu'elle avait le droit de garder des secrets pour ses frères. Le lendemain, elle se réveilla avec la sonnerie insistante de la porte. C'était Maxime, et à l'expression de son visage, il n'était pas du tout content. « Sylvie, c'est quoi cette histoire que tu es allée consulter un antiquaire hier? Comment tu l'as su? La ville n'est pas si grande que ça, ma sœur. J'ai des contacts partout, et il se trouve que je connais Marcel depuis des années. » Sylvie sentit son estomac se serrer. « Et alors ? Et alors il m'a appelé hier soir curieux d'en savoir plus sur l'histoire de ta famille, » dit Maxime en entrant dans l'appartement sans y être invité. « On dirait que ton collier a vraiment éveillé son intérêt. Et c'est mal ?» Maxime s'assit dans le salon avec une expression mêlant irritation et quelque chose que Sylvie ne parvenait pas à identifier. Serait-ce de la nervosité ? C'est mal parce que tu te fais des illusions irréalistes, Sylvie. Et pire, tu le fais publiquement. Marcel en a déjà parlé à d'autres commerçants de la région, disant qu'il avait une pièce intrigante à évaluer. Pourquoi ça te dérange autant? Parce que quand ça n'aboutira à rien, comme toujours, tu auras l'air idiote devant tout le monde, répondit Maxime, mais il y avait quelque chose de forcé dans son ton. Et nous, en tant que famille, nous partagerons cette honte. Sylvie l'observa attentivement. Pour la première fois, elle eut l'impression que son frère était plus inquiet qu'irrité. « Maxime, tu as peur de quelque chose ?»« De quoi aurais-je peur ?» rit-il, mais le rire sonna faux. « Peur que tu sois déçu ? Peut-être. » À ce moment-là, le téléphone sonna. C'était Marcel. « Madame Sylvie, j'ai besoin que vous veniez ici le plus vite possible. J'ai fait quelques découvertes sur votre collier qui doivent être discutées en personne. De bonnes ou de mauvaises découvertes. Venez et nous en parlerons. Mais je peux vous dire d'avance que, eh bien, que je n'ai jamais rien vu de pareil en 30 ans de métier. » Lorsque Sylvie raccrocha, Maxime était pâle. « Qu'est-ce qu'il a dit ?»« Que je dois y aller aujourd'hui même. » Maxime se leva rapidement. « Je viens avec toi. »« Pourquoi ?»« Parce que je suis ton frère et que je veux te soutenir dans cette découverte, » dit-il. Mais il y avait une urgence dans sa voix qui ne correspondait pas à ses paroles. « Non, merci. Je préfère y aller seul. »« Sylvie, ne fais pas la têtue. Tu ne comprends rien à l'évaluation des antiquités. Tu pourrais facilement te faire avoir. » L'insistance de Maxime confirma les soupçons de Sylvie.
Il y avait quelque chose qu'il ne disait pas. « Si tu es si inquiet pour mon bien-être, pourquoi ne t'es-tu pas inquiété quand je n'ai reçu que le collier en héritage ?» Maxime resta sans réponse pendant quelques secondes. C'était différent. Différent comment? Écoute, Sylvie, ne nous disputons pas pour ça. Laisse-moi venir avec toi, et ainsi nous pourrons régler tout ça d'un coup. Non. Le refus ferme sembla rendre Maxime désespéré. D'accord, d'accord. Mais au moins promets-moi que tu me diras tout ce que tu découvriras. Je vous promets de vous raconter si je découvre quelque chose de pertinent. Après le départ de Maxime, Sylvie resta songeuse, réfléchissant à son changement de comportement. Pour la première fois, elle avait l'impression que ses frères en savaient plus sur le collier qu'ils ne le laissèrent paraître. Mais pourquoi cacherait-il des informations sur un objet qu'il jugeait sans valeur? Le voyage de retour vers la ville de l'antiquaire fut encore plus tendu que le premier. Sylvie ne pouvait s'empêcher de créer des scénarios dans son esprit. Qu'avait découvert Marcel? Pourquoi Maxime était-il si nerveux? La boutique de l'antiquaire était fermée quand elle arriva, mais Marcel l'attendait. Il la guida rapidement vers l'arrière-boutique, où il avait installé une sorte de laboratoire de fortune avec de puissantes loupes, des balances de précision et de vieux livres ouverts. « Madame Sylvie, asseyez-vous, je vous prie », dit-il avec un sérieux qu'elle ne lui avait jamais vu lors de la première consultation. « Il s'est passé quelque chose ?» Marcel prit le collier, soigneusement posé sur un velours noir. « Ce collier n'est pas ce qu'il semble être, » dit-il en la regardant droit dans les yeux, « et encore moins ce que vous imaginez qu'il soit. » Le cœur de Sylvie s'emballa. « Je ne comprends pas. » Marcel retourna le collier, pointant quelques minuscules marques au dos. « Vous voyez ces petites marques ici? Ce sont les signatures du joaillier. J'ai consulté plusieurs catalogues et j'ai trouvé des références à cette signature spécifique. Et qu'avez-vous découvert? Que cette signature appartenait à un joaillier suisse nommé Marc-Antoine Lefort, qui a travaillé à Versailles entre 1860 et 1890. Il était connu pour créer des pièces exclusives pour la royauté et la haute noblesse européenne. Sylvie sentit la pièce tourner autour d'elle. « La royauté? Pas seulement », poursuivit Marcel en prenant un des livres. « Les techniques que j'ai identifiées sur ce collier étaient secrètes dans la famille Lefort. Ils n'ont jamais enseigné leur méthode à d'autres joailliers, ce qui signifie que chaque pièce de leur maison est unique et identifiable. Mais cela signifie que ce collier a été fabriqué spécifiquement pour quelqu'un de très important il y a plus d'un siècle. Et vu la qualité des matériaux et le travail qu'il a demandé, eh bien sa valeur historique pourrait être inestimable. » Sylvie dut s'appuyer sur sa chaise pour ne pas tomber. « Monsieur Marcel, en êtes-vous certain? »« Je suis certain de l'authenticité et de la provenance, » dit-il. « Mais j'ai besoin de plus d'informations sur la façon dont votre grand-mère a obtenu cette pièce. L'histoire qui se cache derrière pourrait être aussi précieuse que le collier lui-même. Ma grand-mère n'a jamais parlé du passé de la famille. Et c'est exactement ce qu'il faut enquêter, dit Marcel en refermant les livres. Madame Sylvie, je vais être très franc. Ce collier peut valoir une fortune, mais il peut aussi être une pièce historique importante qui appartient à un musée ou à une collection privée. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'avant d'établir une valeur quelconque, nous devons découvrir comment il est arrivé dans votre famille. Et pour cela, je vous suggère de chercher une aide spécialisée. Marcel expliqua qu'il avait un contact à l'université publique, un professeur expert en art et en joaillerie européenne, capable de faire une évaluation plus approfondie. Il proposa de prendre rendez-vous et même de prendre en charge le voyage. Pourquoi feriez-vous cela? Parce qu'en 30 ans de métier, je ne suis jamais tombé sur une pièce aussi intrigante, dit-il, les yeux brillants. Si mes soupçons sont corrects, ce collier pourrait réécrire une partie de l'histoire des bijoux sortis d'Europe pendant les guerres. Quand Sylvie rentra chez elle, son esprit était en ébullition. À chaque révélation, elle sentait qu'elle s'éloignait un peu plus de la réalité qu'elle connaissait et se rapprochait de quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Elle décida de ne rien dire à ses frères avant d'avoir des informations plus concrètes. Mais sa décision fut mise à l'épreuve le lendemain matin, lorsqu'elle se réveilla avec quelqu'un frappant à la porte avec insistance. C'était Thibault et Maxime, et cette fois, ils étaient accompagnés de 2 autres personnes, leurs épouses. « Sylvie, nous devons parler sérieusement.
dit Thibault en entrant dans la pièce suivi des autres. « Et cette fois, nous avons amené du renfort. »« Bonjour, belle-sœur, » dit Corinne, épouse de Thibault. « Nous sommes inquiètes pour toi. »« C'est vrai, » approuva Élodie, épouse de Maxime. « Les garçons nous ont raconté ton obsession pour ce collier. » Sylvie se sentit acculée. « Quelle obsession? J'essaie simplement de comprendre ce que j'ai hérité. » Thibault s'avança. « Sylvie, Maxime m'a dit que tu es retournée chez l'antiquaire hier, et que cet homme a dit avoir découvert des choses sur le collier. » Il a découvert. Quoi exactement? Sylvie hésita. Elle s'était promis de ne rien dire tant qu'elle n'aurait pas de certitude, mais la pression du groupe était forte. Que ça pourrait être une pièce historique importante. La réaction fut immédiate. Thibault et Maxime échangèrent un regard que Sylvie ne put déchiffrer. « Historique comment ?» demanda Maxime en essayant de garder un ton décontracté. « D'un joaillier célèbre du XIXe siècle. »« Sylvie, ma chérie, » intervint Corinne en s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « Tu ne crois pas que tu te laisses emporter par l'émotion? Ces antiquaires inventent parfois des histoires pour valoriser les pièces. »« C'est vrai, » approuva Élodie. « Ça pourrait être une arnaque. J'ai déjà entendu parler de gens qui font ça pour vendre des évaluations coûteuses. » Thibault s'approcha de Sylvie. « Écoute, ma sœur, supposons que ce collier ait vraiment une valeur historique. As-tu réfléchi aux implications juridiques? » »« Juridiques, bien sûr. S'il a été volé ou sorti illégalement d'Europe, tu risques de sérieux ennuis. Posséder un objet historique sans document approprié est un crime dans plusieurs pays. » Maxime compléta le raisonnement de son frère. « Et s'il a vraiment de la valeur, comment prouveras-tu qu'il t'appartient de droit? As-tu des papiers? Une preuve d'achat? Un document qui montre comment grand-mère a obtenu cette pièce? » Les questions frappèrent Sylvie comme des coups. Elle n'avait effectivement aucun document sur l'origine du collier, mais il est dans le testament de grand-mère. « Le testament prouve qu'elle t'a légué le collier, » dit Thibault, « pas qu'elle avait le droit légal de le posséder. » Élodie se pencha en avant. « Sylvie, imagine qu'on découvre que ce collier a été volé dans un musée il y a des décennies. Tu pourrais être arrêtée comme receleuse. » Ou pire, ajouta Corinne, imagine qu'on découvre qu'il appartenait à une famille noble morte pendant la guerre. Les descendants pourraient te poursuivre pour des millions. Sylvie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle n'avait pensé à aucune de ces possibilités. Maxime s'assit de l'autre côté du canapé, faisant en sorte que Sylvie se sente encore plus coincée. « Ma sœur, nous ne voulons pas que tu aies des ennuis. C'est pour ça que nous sommes là. Nous voulons t'aider, » dit Thibault. « Et la meilleure façon de le faire est d'éviter que tu ne te mettes dans un pétrin. Qu'est-ce que vous suggérez ?» Les quatre échangèrent un regard, comme s'ils avaient répété ce moment. « Que tu arrêtes cette enquête maintenant, » dit Corinne, « avant qu'il ne soit trop tard. Et que tu te débarrasses du collier discrètement, » ajouta Élodie, « pour éviter de futurs problèmes. » Sylvie les observa avec méfiance. « Vous voulez que je jette une pièce qui pourrait être historique? Nous voulons que tu te protèges, » dit Maxime. « Si elle est vraiment historique, alors elle n'est pas à toi. Et la garder pourrait te causer de sérieux ennuis. »« En plus, » dit Thibault en se levant, « nous, en tant que famille, pourrions aussi être affectés. Si tu es poursuivi ou arrêté, notre réputation en pâtira. » La menace implicite était claire. Sylvie ressentit un mélange de peur et de colère. « Alors vous êtes plus préoccupé par votre réputation que par moi. »« Nous sommes préoccupés par les deux, » dit Corinne. « C'est pour cela que nous sommes venus parler en famille, pour trouver une solution qui protège tout le monde. » Thibault sortit une enveloppe de sa poche. « Nous avons fait une proposition financière, Sylvie. C'est écrit ici. »« Quelle proposition ?»« Nous vous avons acheté le collier 2000 €, dit-il en tendant l'enveloppe. « C'est bien plus que ce que n'importe quel bijoutier vous donnerait, et ainsi vous évitez tout problème juridique à l'avenir. » Sylvie regarda l'enveloppe sans la prendre. 2000 € pour une pièce qui peut valoir une fortune? Elle peut valoir une fortune. Elle peut ne rien valoir, dit Maxime. Mais 2000 €, c'est de l'argent garanti, sans souci. Et sans risque, ajouta Élodie. Sylvie se leva du canapé, se sentant oppressée par la pression du groupe. Je dois réfléchir. Il n'y a pas grand-chose à réfléchir, dit Thibault, laissant l'enveloppe sur la table. C'est une offre juste et généreuse. Et temporaire, ajouta Maxime. Si vous mettez trop de temps à décider, nous pourrions revoir le montant.
Après le départ des quatre, Sylvie resta un long moment à regarder l'enveloppe sur la table. 2000 €, c'était beaucoup d'argent pour elle, presque 6 mois de retraite. Cela suffirait à rembourser quelques dettes et à garder une réserve pour les urgences. Mais quelque chose dans l'attitude des frères et belles-sœurs n'avait pas de sens. S'ils croyaient vraiment que le collier ne valait rien, pourquoi offrir 2000 € pour l'avoir? Et pourquoi semblait-il si désespéré qu'elle arrête ses recherches? Ce soir-là, elle prit une décision. Elle appela Marcel et accepta sa proposition de consulter le spécialiste de l'université publique. Quels que soient les risques évoqués par les frères, elle devait connaître la vérité sur son héritage. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, cela nous aide beaucoup nous qui débutons. Maintenant, continuons. Le voyage jusqu'à l'université publique dura près de 4 heures. Marcel avait réussi à obtenir un rendez-vous avec le professeur Dr Étienne Dubois, spécialiste de l'art et de la bijouterie européenne des XVIIIe et XIXe siècles. L'université se trouvait dans une ville plus grande, et Sylvie n'avait jamais mis les pieds sur un campus aussi vaste. « Ne vous laissez pas intimider par le cadre académique », dit Marcel, portant une chemise remplie de documents tandis qu'il parcourait les couloirs. Le professeur Étienne est une personne très accessible. Le bureau du professeur était une véritable caverne aux trésors historiques. Les murs étaient couverts d'étagères remplies de livres anciens, et des vitrines contenant des répliques de bijoux célèbres étaient disséminées dans la pièce. Le professeur Étienne, un homme d'une 50aine d'années, à la barbe grisonnante et aux lunettes à monture épaisse, les accueillit avec enthousiasme. « Alors c'est la fameuse pièce qui a éveillé la curiosité de Marcel », dit-il après les présentations. « Puis-je l'examiner » Sylvie tendit le collier avec précaution, observant tandis que le professeur le plaçait sous une loupe de haute puissance connectée à un écran. L'image agrandie du collier apparut sur le moniteur, révélant des détails impossibles à voir à l'œil nu. « Magnifique !» murmura le professeur, ajustant la mise au point de la loupe. « Absolument magnifique. Reconnaissez-vous quelque chose? Je reconnais la technique, la qualité du travail, et surtout, il marqua une pause, agrandissant encore l'image du dos du collier. Ces marques ici. Sur l'écran, les petites marques que Marcel avait repérées apparaissaient claires et précises. « Aucun doute, » dit le professeur, regardant Sylvie avec sérieux. « C'est une pièce authentique de Marc-Antoine Lefort. » Marcel avait déjà mentionné ce nom. « Oui, mais maintenant je peux le confirmer avec une certitude absolue. Regardez ici. » Il pointe à l'écran. Cette marque spécifique n'apparaît que sur les pièces les plus exclusives que Lefort a réalisées pour la famille impériale suisse. Sylvie sentit ses jambes flageoler. La famille impériale? Exactement. Entre 1870 et 1880, Marc-Antoine Lefort fut le joaillier officiel de la cour suisse. Il créait des pièces uniques pour des occasions spéciales. Mariage, couronnement, traité de paix. Chaque pièce était une œuvre d'art individuelle. Le professeur s'éloigna de la loupe et se dirigea vers une bibliothèque d'où il sortit un livre épais et ancien. « Voici, » dit-il, en ouvrant le livre à une page marquée. « Catalogue des bijoux de la cour suisse. Regardez cette description ici. » Sylvie et Marcel se penchèrent pour lire. Le texte était en allemand, mais il y avait une traduction en anglais à côté. La description parlait d'un collier commandé en 1875 pour l'archiduchesse Catherine de Valmont, à l'occasion de ses fiançailles avec un prince italien. « Mais comment êtes-vous certain que c'est le même collier ?»« Parce que la description correspond exactement à ce que nous voyons, » expliqua le professeur. Le motif d'entrelacement, le nombre de pierres, jusqu'à la disposition spécifique des éléments décoratifs, et surtout la signature cachée que Marc-Antoine Lefort ne mettait que sur les pièces impériales. Marcel siffla doucement. « Professeur, cela signifie que cette pièce ne devrait pas être ici, » dit Étienne, l'air sérieux. Selon les registres historiques, toute la collection de bijoux de l'archiduchesse Catherine de Valmont a disparu pendant la Première Guerre mondiale. Le cœur de Sylvie s'emballa. Disparu comment? Les familles nobles, quand elles ont compris qu'elles allaient tout perdre dans la guerre, ont essayé de sauver ce qu'elles pouvaient. Beaucoup de trésors ont été cachés, enterrés, ou envoyés secrètement dans d'autres pays. Certaines pièces n'ont jamais été retrouvées. Et ce collier pourrait être l'une d'elles? Non seulement il le pourrait, mais c'est probablement le cas. La question maintenant est de découvrir comment il est arrivé dans votre famille.
dit le professeur en regardant Sylvie directement. « Votre grand-mère n'a jamais rien dit sur ses origines, sur sa famille ?» « Jamais. Elle changeait toujours de sujet quand on demandait. » Étienne ferma le livre et se renversa dans sa chaise. « Madame Sylvie, je dois vous poser une question délicate. Votre grand-mère était-elle vraiment française ou venait-elle d'un autre pays? J'ai toujours pensé qu'elle était française, mais... En fait, je n'ai jamais vu ses papiers, et elle avait un accent différent, qu'on croyait simplement dû à ses origines campagnardes. Quel genre d'accent? Un peu chantant, avec certains mots prononcés bizarrement. Mes frères et sœurs plaisantaient toujours en disant qu'elle parlait comme les personnages des vieux films. Le professeur et Marcel échangèrent un regard. « Madame Sylvie, il est possible que votre grand-mère soit d'origine européenne, dit Étienne. Et si c'est ce que je soupçonne, votre famille pourrait avoir une histoire bien plus complexe que vous ne l'imaginiez. Que soupçonnez-vous? Que votre grand-mère pourrait être descendante ou même parente de la famille impériale suisse et que ce collier lui est parvenu par une lignée légitime. » La révélation fut comme un coup de tonnerre. Sylvie dut s'asseoir. Mais est-ce possible? Pendant et après la Première Guerre mondiale, de nombreux membres de la noblesse européenne ont fui vers d'autres pays, y compris la France. Certains ont changé d'identité, caché leurs origines et tenté de recommencer une nouvelle vie. C'était une question de survie. Marcel se pencha en avant. « Professeur, cela signifierait que le collier est légitime, qu'elle a le droit de le posséder? Si ma théorie est correcte, oui. Mais nous allons devoir mener une recherche généalogique très détaillée pour le prouver, et aussi une analyse plus approfondie des matériaux du collier. » Étienne expliqua qu'il faudrait examiner les pierres individuellement, vérifier la pureté de l'or et les comparer aux spécifications techniques des registres historiques. Il se proposa d'effectuer tout le travail sans frais, en échange de l'opportunité d'étudier une pièce aussi rare. Combien de temps cela prendra-t-il? Quelques semaines, peut-être un mois, mais je peux vous dire que si mes soupçons se confirment, cette pièce a une valeur inestimable, non seulement monétaire, mais aussi historique et culturelle. Sylvie sortit de l'université publique la tête qui tournait. Les informations étaient trop nombreuses à assimiler d'un coup. Toute sa vie, elle s'était considérée comme une personne ordinaire, issue d'une famille simple. Et maintenant, elle découvrait qu'elle pouvait avoir du sang royal coulant dans ses veines. Sur le chemin du retour, Marcel ne cessait de parler des possibilités. « Sylvie, tu te rends compte de ce que ça signifie. Si le professeur a raison, tu n'es pas seulement la propriétaire d'un bijou précieux. Tu pourrais être une descendante légitime de la royauté européenne. Mais ça ne change pas qui je suis, répondit-elle, encore en train d'essayer d'assimiler tout cela. Ça ne change pas qui tu es à l'intérieur, approuva Marcel. Mais ça peut complètement changer ta situation. Cette pièce peut valoir des millions, Sylvie. Des millions. Quand elle arriva chez elle, elle trouva Thibaut et Maxime qui l'attendaient à la porte de l'immeuble. À l'expression sur leur visage, ils n'étaient pas contents du tout. « Où étais-tu » demanda Thibaut dès qu'elle descendit de la voiture de Marcel. « Je règle des affaires personnelles. » « Des affaires personnelles liées au collier ?» Sylvie ne répondit pas, mais la réponse était écrite sur son visage. Maxime s'approcha. « Sylvie, il faut arrêter ça tout de suite. »« Pourquoi ?»« Parce qu'on parle de toi dans toute la ville, » dit Thibaut. « Les gens commencent à dire que tu enquêtes sur un héritage mystérieux. »« Et ça embarrasse toute la famille, » ajouta Maxime. Sylvie les observa attentivement. Il y avait quelque chose de différent dans leur attitude. Ce n'était plus seulement de l'irritation ou de l'inquiétude, c'était de la peur. « De quoi avez-vous peur ?»« Peur ?» rit Thibaut, mais le rire sonna forcé. « Nous n'avons peur de rien, nous sommes inquiets pour toi. »« Et des conséquences de tes fantasmes, » dit Maxime. Sylvie décida de tester une théorie. Et si ce n'était pas des fantasmes? Et si le collier valait vraiment une fortune? La réaction des frères fut immédiate. Thibaut pâlit et Maxime recula d'un pas. « C'est impossible, » dit Thibaut, mais sa voix trembla. « Pourquoi est-ce impossible ?» Maxime tenta de retrouver son calme. « Parce que s'il était précieux, grand-mère nous l'aurait dit. Ou du moins elle aurait laissé une indication dans le testament. »« Peut-être qu'elle l'a fait, » dit Sylvie, observant les réactions. « Peut-être qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait en me léguant le collier spécifiquement. » Thibaut et Maxime
échangèrent un regard qui confirma tous les soupçons de Sylvie. « Vous savez quelque chose ?» dit-elle, d'un ton accusateur. « Vous savez depuis le début. »« Nous ne savons rien, » dit Maxime, mais il transpirait visiblement. « Alors pourquoi êtes-vous si nerveux ?» Thibault essaya de reprendre le contrôle de la situation. « Sylvie, je vais faire une dernière proposition. 4 000 € pour le collier. C'est mon offre finale. » 4 000 ? Hier, c'était 2 000. C'est parce que nous voulons aider davantage. Sylvie rit pour la première fois en semaine. Vous avez peur, très peur. Peur de quoi? Que je découvre combien le collier vaut vraiment. Et surtout que je découvre ce que vous savez à son sujet. Maxime explosa. Bon, ça suffit. Sylvie, tu n'as aucune idée de dans quoi tu t'embarques. Ce collier peut t'apporter des problèmes que tu n'imagines même pas. Quel genre de problèmes? Des problèmes qui peuvent détruire toute la famille, dit Thibault, perdant complètement son sang-froid. Si tu continues à fouiller là-dedans, tu risques de découvrir des choses qu'il vaut mieux laisser enterrer. La confession involontaire glaça le sang de Sylvie. Quelle chose? Les frères réalisèrent qu'ils en avaient trop dit. Thibault essaya de contourner la situation. Écoute, Sylvie, ce ne sont pas de mauvaises choses. C'est juste compliqué. Compliqué comment? Maxime prit une profonde inspiration. Grand-mère nous a fait promettre de ne jamais parler de l'origine du collier. Elle a dit que c'était pour protéger la famille. Protéger de quoi? Des gens qui voudraient s'approprier ce qui est à nous, dit Thibault. Ou des autorités qui ne comprendraient pas comment il est arrivé jusqu'à elle. Sylvie arrivait enfin à la vérité. Vous saviez depuis le début que le collier avait de la valeur. Les frères restèrent silencieux un long moment. Puis Maxime hocha la tête. Nous savions que ce n'était pas une pièce ordinaire. Et vous m'avez laissé subir toute cette humiliation? Vous m'avez laissé me sentir comme une idiote pendant des semaines? C'était pour te protéger, dit Thibault. Mamie a laissé des instructions très claires. Le collier devait rester rangé, sans attirer l'attention. Quand tu as commencé à enquêter, nous avons été désespérés. Désespérés pourquoi? Maxime regarda autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu. Parce que Mamie a dit que si quelqu'un découvrait la vérité sur le collier, notre famille pourrait tout perdre. Pas seulement le collier, mais toutes les autres choses qu'elle nous a laissées. Ça n'a pas de sens. Si ça en a, dit Thibault. Si le collier est vraiment volé ou passé en contrebande, comme nous le soupçonnons, les autorités peuvent confisquer tout le patrimoine de Mamie, y compris la maison et les autres bijoux que nous avons hérités. Cette révélation frappa Sylvie comme un coup de poing. Vous pensez que le collier a été volé? Nous n'en sommes pas certains, dit Maxime. Mais Mamie a toujours été très mystérieuse sur son passé, et parfois, quand elle buvait un peu trop aux fêtes de famille, elle disait des choses étranges sur des trésors cachés et des secrets qui mourraient avec elle. Thibault compléta, « Une fois, quand j'étais petit, je l'ai entendu parler au téléphone dans une langue qui n'était pas le français. Cela ressemblait à de l'allemand, ou quelque chose comme ça. » Les pièces du puzzle s'assemblaient dans l'esprit de Sylvie. Sa grand-mère avait effectivement caché des informations importantes sur la famille. Et vous n'avez jamais essayé de découvrir la vérité. Nous avons essayé au début, admit Maxime. Mais Mamie s'est mise dans une colère noire quand elle s'en est aperçue. Elle a dit que si nous continuions à poser des questions, elle allait déshériter tout le monde et tout donner à des œuvres de charité. Alors vous avez abandonné? Nous avons décidé qu'il valait mieux ne pas y toucher, dit Thibault, pour le bien de tous. Sylvie les regarda avec un mélange de colère et de déception. Et quand vous avez vu que j'enquêtais, vous avez préféré m'humilier plutôt que de me dire la vérité? Nous voulions te protéger, répéta Maxime, mais sans conviction. Vous vouliez vous protéger vous-même, corrigea Sylvie, par peur de perdre vos héritages. Les frères ne nièrent pas. Ce soir-là, Sylvie resta éveillée tard, repensant à toute la conversation. Elle comprenait enfin le comportement étrange de ses frères. Ils n'avaient pas peur qu'elle découvre que le collier ne valait rien. Ils avaient peur qu'elle découvre qu'il valait trop. Et si les soupçons du professeur Étienne étaient corrects, le collier n'était pas seulement précieux. C'était une pièce historique légitime, héritée à travers une lignée familiale remontant à la royauté européenne. Cela signifiait que ses frères se trompaient sur un point. Si le collier était confisqué, ce serait pour sa valeur historique, pas parce qu'il était volé. Et dans ce cas, elle pourrait avoir droit à une compensation substantielle. Ou mieux encore,
Si elle parvenait à prouver la lignée familiale, elle pourrait garder le collier et en apprendre davantage sur son véritable passé. Le lendemain matin, elle appela le professeur Étienne. « Professeur, j'aimerais accélérer les recherches. J'ai découvert des informations importantes sur ma famille. » « Quel genre d'informations ? » « Des soupçons que ma grand-mère était vraiment d'origine européenne, probablement suisse, et qu'elle en savait bien plus sur le collier qu'elle ne le laissait paraître. » « Excellent. Cela peut grandement faciliter notre enquête. Pouvez-vous venir ici cette semaine ? » « Je peux. » « Et professeur, est-ce possible de faire tout cela de manière confidentielle, sans attirer l'attention ? » « Bien sûr. Pourquoi ? » « Parce que j'ai découvert que d'autres personnes s'intéressent aussi aux résultats de ces recherches. » Lorsqu'elle raccrocha, Sylvie sentit pour la première fois qu'elle maîtrisait la situation. Ses frères avaient tenté de la manipuler pendant des semaines, mais maintenant elle avait toutes les informations dont elle avait besoin. Et si ses soupçons étaient corrects, c'était bientôt elle qui aurait des cartes en main pour jouer. Le second voyage à l'université publique fut différent du premier. Cette fois, Sylvie portait une petite valise avec quelques objets personnels qui avaient appartenu à sa grand-mère. Des photographies anciennes, des documents qu'elle avait trouvés rangés et même quelques lettres écrites d'une calligraphie élégante qu'elle n'avait jamais réussi à déchiffrer complètement. Le professeur Étienne Dubois l'a reçue dans son laboratoire privé, un espace encore plus impressionnant que le bureau. Il y avait des équipements d'analyse qui semblaient sortis de films de science-fiction et une équipe d'étudiants de 3e cycle travaillant sur différents projets. « Madame Sylvie, avez-vous apporté les matériaux dont vous avez parlé ? » « J'ai apporté tout ce que j'ai trouvé, » dit-elle en ouvrant la valise. « J'espère que cela aidera. » Étienne commença par examiner les photographies. C'étaient de vieux portraits en noir et blanc, certains datant du début du XXe siècle. Sur l'une des photos, une jeune femme élégante portait un collier qui semblait identique à celui que Sylvie avait hérité. « C'est votre grand-mère ? » ?»« Non, cette photo est plus ancienne. D'après la date écrite au dos, elle est de 1920. Ma grand-mère est née en 1925. » « Alors ce pourrait être la mère de votre grand-mère ou une tante, » murmura Étienne, examinant la photo avec une loupe. « Et voyez, elle porte le collier. Cela signifie qu'il était déjà dans la famille depuis plus d'un siècle. Au moins cela. Voyons ce que nous avons d'autre ici. » Étienne examina les documents avec soin. La plupart étaient en portugais, mais il y avait quelques papiers avec des textes en allemand et en français. « Ces documents sont fascinants, » dit-il après quelques minutes. Ils semblent être des registres de voyage, des dates d'entrée en France et... Attendez un instant. Il se concentra sur un document spécifique, le comparant avec des informations dans un de ses livres. « Madame Sylvie, ce document ici est un registre d'immigration de 1923, et le nom qui apparaît ici est Catherine de Valmont. » Sylvie sentit son cœur s'arrêter. « Valmont, la famille impériale suisse. Et Catherine de Valmont. Si mes soupçons sont corrects, cela pourrait être le vrai nom de votre arrière-grand-mère. » Étienne continua d'examiner les documents, prenant des notes et vérifiant des informations dans différents livres. À chaque découverte, son expression devenait plus sérieuse. « Professeur, qu'est-ce que vous découvrez ? » « Je découvre que votre famille a une histoire extraordinaire, » dit-il en la regardant directement. « Si ces documents sont authentiques, votre arrière-grand-mère était une archiduchesse suisse qui a fui en France lors de la chute de l'Empire. Mais est-ce possible ? Non seulement c'est possible, mais cela a tout son sens. Pendant et après la Première Guerre mondiale, de nombreux membres de la noblesse suisse se sont dispersés dans le monde. Certains sont allés aux États-Unis, d'autres en Argentine, et quelques-uns sont venus en France. » Étienne montra à Sylvie une généalogie de la famille Valmont qu'il consultait. « Regardez ici. Catherine de Valmont, née en 1888, disparue des registres officiels en 1922. Si c'est la même personne que dans ce document d'immigration, elle serait arrivée en France à 25 ans. Et le collier ? Le collier ferait partie de sa dot personnelle, les bijoux qu'elle a réussi à apporter lors de sa fuite. Il était courant pour les familles nobles de transformer leurs richesses en bijoux portables lorsqu'elles devaient fuir. Sylvie essaya d'absorber toutes ces informations. « Alors vous êtes potentiellement l'arrière-petite-fille d'une archiduchesse suisse, » dit Étienne. « Ce qui fait de vous une descendante légitime de la maison de Valmont. » La révélation était écrasante. Sylvie dut s'asseoir.
Mais alors pourquoi ma grand-mère nous a-t-elle caché cela? Probablement par sécurité, expliqua Étienne. Dans les années 1920 et 1930, il y avait beaucoup de persécutions politiques. Révéler une origine noble européenne pourrait attirer une attention indésirable. Il était plus sûr de prendre une identité complètement nouvelle. Et maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Étienne se renversa dans sa chaise. Cela signifie que vous avez un droit légitime sur le collier, sans aucune question légale. Il appartient à votre famille depuis des générations, mais cela signifie aussi que vous pourriez avoir droit à d'autres choses. Quelles autres choses? Propriétés, titres, autres objets de valeur qui peuvent être dispersés dans le monde. La maison de Valmont avait des possessions dans plusieurs pays et tout n'a pas été perdu ou confisqué. Étienne expliqua qu'il serait nécessaire de faire une recherche généalogique plus approfondie pour confirmer toutes les connexions familiales. Mais les documents que Sylvie avait apportés étaient des preuves très solides de sa lignée noble. Quant au collier spécifiquement, je dois terminer l'analyse des matériaux. Mais je peux d'ores et déjà dire que les pierres sont authentiques et d'une qualité exceptionnelle. Quelle serait sa valeur? Si mes analyses se confirment, on parle d'au moins 1 million d'euros. Possiblement beaucoup plus, selon l'intérêt des collectionneurs et des musées. 1 million d'euros. La somme était si surréaliste que Sylvie ne parvint pas à la traiter immédiatement. « Professeur, je dois garder ces informations confidentielles pour le moment. »« Bien sûr. Mais puis-je vous demander pourquoi ?» Sylvie raconta l'attitude de ses frères, les tentatives d'acheter le collier et les révélations de la veille. « Je comprends parfaitement, » dit Étienne. « C'est une situation délicate. Mon conseil est que vous terminiez notre recherche avant de révéler quoi que ce soit. Ainsi vous aurez toutes les informations et la documentation nécessaires pour vous protéger. De combien de temps avez-vous besoin? 2 semaines au maximum, et je vais fournir toute la documentation officielle qui atteste de vos découvertes. » Sylvie rentra chez elle la tête bouillonnante. En quelques jours, sa vie avait complètement changé. D'enseignante à la retraite humiliée par ses frères, elle était devenue descendante d'une archiduchesse et héritière d'une fortune. Mais elle savait aussi que les jours à venir seraient cruciaux. Ses frères n'abandonneraient pas facilement, et elle devrait être très prudente sur la manière de révéler ses découvertes. En arrivant à son immeuble, elle trouva une surprise désagréable. Thibaut et Maxime parlaient avec le concierge, essayant clairement d'obtenir des informations sur ses allées et venues. « Salut, Sylvie, » dit Thibaut, en essayant de paraître décontracté. « Nous t'attendions. Pourquoi? »« Pour parler de notre dernière proposition, » dit Maxime. « Tu as pensé aux 4 000 euros ?» Sylvie les regarda avec un nouveau regard. Maintenant, elle savait que ses frères essayèrent d'acheter pour 4 000 euros quelque chose qui valait au moins 250 fois plus. « J'y pense encore. »« Ne tarde pas trop, » dit Thibaut. « L'offre ne durera pas éternellement. »« Pourquoi cette urgence ?» Maxime et Thibaut échangèrent un regard. « Parce que nous sommes inquiets pour toi, » dit Maxime. « Plus tu tardes à régler ça, plus tu deviens obsédé. Et plus tu risques de créer des problèmes pour toute la famille, » ajouta Thibaut. Sylvie décida de voir jusqu'où ils étaient prêts à aller. « Et si je ne veux pas vendre? Alors nous allons devoir prendre des mesures plus drastiques, » dit Thibaut d'un ton menaçant. « Quel genre de mesures? Nous avons déjà parlé à l'avocat de la famille, » dit Maxime. « Il existe des moyens légaux de contester la santé mentale de quelqu'un qui prend des décisions préjudiciables pour elle-même. » La menace était claire. Sylvie ressentit un mélange de peur et de colère. « Vous me menacez d'une mise sous tutelle? Nous te proposons de l'aide avant qu'il ne soit nécessaire de prendre des mesures extrêmes, » dit Thibaut. Sylvie prit une profonde respiration, essayant de garder son calme. « Je vais réfléchir à votre proposition. »« Tu as 1 semaine, » dit Maxime. « Après cela, nous ne pouvons pas garantir que la situation ne se complique pas. » Après le départ de ses frères, Sylvie monta dans son appartement le cœur battant. La situation escaladait rapidement et elle devait accélérer ses recherches. Elle appela le professeur Étienne. « Professeur, je dois accélérer notre enquête. La situation devient compliquée ici. » « Que s'est-il passé? » « Mes frères font des menaces plus sérieuses. Ils parlent de contester ma santé mentale si je ne leur vends pas le collier. »« C'est grave, Madame Sylvie. Je vais prioriser notre recherche. Je pourrais avoir des résultats préliminaires d'ici la fin de la semaine. »« Merci, professeur.
J'ai besoin de munitions pour me défendre. Vous aurez toutes les munitions nécessaires. Une descendante légitime de la maison de Valmont ne reste pas sans protection tant que je suis impliqué dans cette affaire. Les jours suivants, Sylvie vécut dans une tension constante. Ses frères appelèrent quotidiennement, la pressant de donner une réponse. Ses belles-sœurs venaient pour des visites de courtoisie, qui étaient en réalité des tentatives de persuasion. Et quelques cousins éloignés commencèrent à appeler, clairement influencés par les frères, suggérant qu'elle avait besoin d'aide. La pression psychologique était intense, mais Sylvie resta ferme. Elle savait qu'elle était sur le point de découvrir toute la vérité sur son héritage, et cela lui donnait la force de résister. Le vendredi, le téléphone sonna. C'était Étienne. « Madame Sylvie, j'ai terminé l'analyse. Il faut que vous veniez ici d'urgence. Les découvertes sont encore plus extraordinaires que nous ne l'imaginions. Je peux venir aujourd'hui même. Venez, et amenez un témoin de confiance. Ce que je vais vous montrer doit être documenté correctement. » Sylvie appela Madame Solange, sa voisine, qui avait été la première personne à soupçonner la valeur du collier. « Madame Solange, pourriez-vous m'accompagner dans un voyage important aujourd'hui ? » « Bien sûr, ma fille. Il est arrivé quelque chose ? Je suis sur le point de découvrir la vérité sur mon héritage. » Le trajet vers l'université fut tendu. Sylvie sentait que sa vie allait définitivement changer, mais elle ne savait pas exactement comment. Le professeur Étienne les reçut dans son laboratoire avec une expression d'excitation contenue. Des documents étaient éparpillés sur la table et le collier était placé sous un microscope à haute puissance. « Mesdames, préparez-vous à des révélations extraordinaires, » dit-il en indiquant des chaises. « Je vais commencer par l'analyse technique du collier. » Étienne expliqua que les pierres du collier étaient des gemmes authentiques, de qualité exceptionnelle, diamants, rubis et saphirs, qui avaient été taillés selon des techniques spécifiques du XIXe siècle. L'or était d'une pureté rarement vue dans les bijoux commerciaux, et il y avait des détails techniques qui confirmaient définitivement la paternité de Marc-Antoine Lefort. « Mais la découverte la plus importante est ici, » dit-il en pointant le microscope. « Regardez. » Sylvie regarda à travers le microscope et vit une minuscule inscription gravée à l'intérieur du collier, invisible à l'œil nu. « Pour ma chère Catherine, avec amour éternel, Philippe. » Philippe était l'empereur de Suisse, expliqua Étienne. « Et Catherine était mon arrière-grand-mère, » compléta Sylvie, sentant les larmes monter à ses yeux. « Exactement. Ce collier a été un cadeau personnel de l'empereur à votre arrière-grand-mère. Cela en fait non seulement une pièce historique, mais un artefact impérial unique. » Étienne montra les documents qu'il avait préparés, des actes généalogiques, des confirmations historiques et des évaluations techniques détaillées. « Madame Sylvie, je peux confirmer officiellement que vous êtes l'arrière-petite-fille de Catherine de Valmont, archiduchesse de Suisse, et ce collier vous revient de droit par héritage légitime. Quelle serait sa valeur aujourd'hui ? Pour un collectionneur privé, entre 2 et 5 millions d'euros. Pour un musée, la valeur historique serait incalculable. Mais compte tenu de la provenance impériale, eh bien c'est difficile à estimer. Cela pourrait être l'une des pièces de joaillerie suisse les plus importantes encore existantes. Madame Solange prit la main de Sylvie. « Ma fille, réalises-tu ce que cela signifie ?» Sylvie était sous le choc. En quelques semaines, elle était passée d'héritière humiliée à descendante d'archiduchesse et propriétaire de l'un des bijoux les plus précieux du monde. « Professeur, pouvez-vous documenter tout cela officiellement ?»« Je l'ai déjà fait. J'ai ici un rapport complet, avec toutes les analyses techniques, les confirmations généalogiques et les évaluations de valeur. Ce document est reconnu internationalement par les instituts de gémologie et les musées d'art. » Étienne remit à Sylvie une chemise remplie de documents officiels. « Avec cela en main, Madame a une protection légale absolue sur le collier. Personne ne peut vous questionner ou vous menacer. » Sur le chemin du retour, Sylvie et Madame Solange pouvaient à peine parler. La réalité était trop surréaliste pour être assimilée rapidement. « Sylvie, qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda Madame Solange. « D'abord, je vais me protéger des menaces de mes frères, » dit Sylvie en serrant la serviette de documents. « Ensuite, je déciderai quoi faire d'un héritage de 5 millions d'euros. » Quand ils arrivèrent à l'immeuble, ils trouvèrent Thibault et Maxime qui les attendaient à la porte. À leur expression, ils n'étaient pas d'humeur à plaisanter. « Sylvie,
Où étais-tu » demanda Thibault d'un ton agressif. « Je réglais des affaires personnelles. »« Quelles affaires » demanda Maxime, remarquant la serviette que Sylvie portait. « Des affaires liées à mon héritage. » Les frères échangèrent un regard nerveux. « Sylvie, cela fait une semaine, » dit Thibault. « Nous voulons une réponse à notre proposition. »« J'ai une réponse, » dit Sylvie, ressentant une confiance qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Et laquelle ?» ?»« La réponse est non. Je ne vais pas vendre le collier. » Maxime s'avança d'un pas. « Alors nous allons devoir passer au plan B. »« Quel plan B ?» Thibault sortit quelques papiers de sa poche. « Nous avons déjà déposé une requête judiciaire contestant votre capacité mentale. Nous alléguons que vous prenez des décisions préjudiciables pour vous-même en raison d'une obsession pathologique. Et nous avons des témoins qui témoigneront de votre comportement erratique ces dernières semaines, » ajouta Maxime. Sylvie sourit pour la première fois depuis longtemps. « Intéressant, parce que j'ai quelques documents ici que vous voudrez voir. »« Quels documents ?» Sylvie ouvrit la serviette et en sortit le rapport officiel du professeur Étienne Dubois. « Des documents qui prouvent que le collier que vous considérez comme une babiole vaut entre 2 et 5 millions d'euros. » La réaction des frères fut instantanée. Thibault devint complètement pâle, et Maxime dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. « C'est impossible, » bégaya Thibault. « C'est tout à fait possible, et il y a plus. » Sylvie sortit les documents généalogiques. « J'ai aussi ici la preuve que je suis une descendante légitime de la maison royale suisse. Le collier a appartenu à mon arrière-grand-mère, l'archiduchesse Catherine de Valmont. » Maxime dut s'asseoir sur le bord du trottoir. « Ce n'est pas possible. »« Si, c'est possible. Le collier a été un cadeau personnel de l'empereur Philippe. C'est l'une des pièces de joaillerie impériale les plus importantes qui existent encore. » Thibault tenta de retrouver sa contenance. « Même si c'est vrai, cela ne change rien. Le testament de grand-mère est toujours valable et nous avons toujours nos héritages. »« C'est vrai, » convint Sylvie. « Vous gardez la maison et les autres bijoux. Comparé à mon héritage, ce sont des miettes. »« Sylvie, parlons calmement, » dit Maxime, visiblement désespéré. « Nous sommes une famille, nous pouvons trouver un accord. »« Quel genre d'accord ?»« Eh bien, étant donné que nous avons découvert que le collier a de la valeur, peut-être devrions-nous revoir le partage de l'héritage, » suggéra Thibault. « Revoir comment ?»« Partager la valeur du collier entre les 3 frères et sœurs, » dit Maxime. « Après tout, nous sommes tous les petits-enfants de grand-mère. » Sylvie rit haut. « Vous avez passé des semaines à m'humilier, à me traiter de folle, à me menacer d'une tutelle, et maintenant vous voulez partager mon héritage ? » « Mais c'est juste, » insista Thibault. « Si nous avions su la valeur réelle, le partage aurait été différent. »« Si vous aviez su » Sylvie éleva la voix. « Vous saviez depuis le début que le collier n'était pas ordinaire. Grand-mère vous avait laissé des instructions à ce sujet, vous vous souvenez. Les frères restèrent sans réponse. De plus, continua Sylvie, vous avez eu toutes les occasions d'enquêter sur le collier quand vous avez hérité des autres choses. Mais vous avez préféré supposer qu'il ne valait rien et me laisser les miettes. » Madame Solange, qui avait assisté à toute la discussion en silence, prit la parole. « Les garçons, vous avez récolté ce que vous avez semé. Vous avez traité votre sœur avec mépris, et maintenant vous voulez participer à sa découverte. » Thibault tenta une dernière carte. « Sylvie, oublions tout ce qui s'est passé. Nous sommes une famille. Partageons tout équitablement et tournons la page. »« Non, » dit Sylvie fermement. « Je n'oublierai pas. Ces dernières semaines, vous m'avez montré qui vous êtes vraiment. Et vous ne méritez rien de ce que j'ai découvert. » Maxime se leva, furieux. « Tu vas le regretter, Sylvie. Nous allons contester le testament. Nous prouverons qu'il y a eu des irrégularités. »« Contestez tant que vous voulez, » répondit Sylvie en montrant les documents officiels. « J'ai ici la preuve légale que le collier m'appartient par droit héréditaire, remontant à plus d'un siècle. Aucun tribunal au monde ne me le prendra. » Thibault tenta une dernière approche. « Et si je t'offre 500 000 euros pour le collier ?»« Non. »« 1 million d'euros ?»« Non. »« Combien en veux-tu ?»« Je ne veux pas vendre le collier, » dit Sylvie. « Il restera dans la famille. Dans ma branche de la famille. » Les frères comprirent enfin qu'ils avaient perdu tout contrôle de la situation. Sans plus d'arguments, ils s'éloignèrent en silence. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Continuons. Les semaines suivantes,
La nouvelle de la découverte se répandit dans la ville. Au début, Sylvie tenta de rester discrète, mais l'histoire était trop fascinante pour rester secrète. Bientôt, des journalistes locaux commencèrent à la contacter, intéressés par l'histoire de l'enseignante à la retraite qui avait découvert être descendante d'une archiduchesse. Le professeur Étienne devint un consultant régulier, aidant Sylvie à naviguer dans les complexités juridiques et historiques de sa découverte. Il expliqua qu'en plus du collier, elle pourrait avoir des droits sur d'autres biens de la famille de Valmont, dispersés dans le monde. « Madame Sylvie, j'ai reçu une proposition intéressante aujourd'hui, dit-il lors d'un appel téléphonique. Quel genre de proposition ? Le musée d'histoire de Versailles souhaite vous contacter. Il possède d'autres pièces de la collection personnelle de l'archiduchesse Catherine de Valmont et voudrait tout réunir dans une exposition spéciale. Ils veulent acheter mon collier ? Pas nécessairement. Ils proposent un prêt temporaire, avec paiement de droits d'exposition. Vous en conserveriez la propriété, mais la pièce serait exposée aux côtés d'autres bijoux de votre arrière-grand-mère. La proposition était tentante. Sylvie avait toujours rêvé de découvrir l'Europe, et elle avait désormais une raison historique de voyager. « Professeur, devrais-je m'y rendre ? Si vous le souhaitez, vous seriez reçu en invité d'honneur. Il prendrait en charge tous les frais de voyage et vous proposerait même une visite personnalisée des lieux où a vécu votre arrière-grand-mère. » Pendant que Sylvie réfléchissait à la proposition, les frères tentèrent une dernière stratégie. Ils engagèrent un avocat spécialiste du droit successoral pour voir s'il existait des failles juridiques permettant de contester l'héritage individuel. L'avocat, Maître Bernard, était connu dans la ville pour son agressivité dans les affaires de conflits familiaux. Il fixa un rendez-vous avec Sylvie, prétextant vouloir éclaircir certains points sur l'héritage. « Madame Sylvie, merci de me recevoir », dit Maître Bernard en s'asseyant dans le salon de son appartement. « Vos frères m'ont chargé de faire une analyse juridique de toute la situation de l'héritage. Et quelle est votre conclusion ? » « Eh bien, certains aspects méritent attention, dit-il en sortant des documents d'une chemise. Par exemple, la question de la provenance internationale du collier. Il existe une législation spécifique sur les biens culturels qui auraient pu quitter illégalement leur pays d'origine. Sylvie avait déjà abordé cette question avec le professeur Étienne. « Maître, j'ai une documentation complète qui prouve la provenance légitime du collier. Il appartient à ma famille depuis plus d'1 siècle. » Oui, mais il y a aussi la question de la déclaration fiscale. Une pièce d'une telle valeur aurait dû être déclarée au fisc depuis des années. L'omission peut entraîner des amendes substantielles. Grand-mère déclarait le collier chaque année comme une pièce sans valeur commerciale. J'ai toutes ces déclarations ici. Maître Bernard changea de stratégie. Il y a aussi la possibilité d'une mise en cause psychologique. Vos décisions récentes suggèrent un changement de comportement significatif qui pourrait indiquer une instabilité émotionnelle. Mes décisions sont basées sur des faits concrets et une documentation officielle, répondit Sylvie, montrant le rapport du professeur Étienne. Si c'est ça l'instabilité émotionnelle, alors toute décision fondée sur des preuves serait discutable. L'avocat se rendit compte qu'il n'arrivait pas à intimider Sylvie comme il l'espérait. « Madame Sylvie, mes clients souhaiteraient proposer un accord à l'amiable. Ils sont disposés à offrir 1,5 million d'euros pour le collier sans remettre en question sa légitimité. Maître, le collier vaut au moins 2 millions d'euros selon des évaluations techniques. Pourquoi accepterais-je moins de la moitié de sa valeur? Parce qu'1,5 million est de l'argent garanti, sans casse-tête juridique. Si vous insistez pour garder le collier, je peux vous garantir qu'il y aura des années de litige. » Sylvie se leva. « Maître, merci de votre visite. Mais je n'ai aucun intérêt à négocier avec quelqu'un qui me menace. » Après le départ de l'avocat, Sylvie appela le professeur Étienne et lui raconta la tentative d'intimidation. « Madame Sylvie, c'était prévisible, dit-il. Quand des montants aussi élevés sont en jeu, il y a toujours des gens qui essaient de profiter de la situation. Mais soyez tranquille, votre documentation est irréfutable. Professeur, j'ai réfléchi à la proposition du musée de Versailles. Et quelle est votre décision? J'aimerais accepter. Mais à une condition. Laquelle? Je veux que l'exposition raconte toute l'histoire. Pas seulement le bijou, mais comment il est arrivé jusqu'à moi. Sur mon arrière-grand-mère, sur l'immigration, sur comment une famille noble s'est réinventée en France. Ce serait extraordinaire, dit Étienne avec enthousiasme.
une histoire de 3 générations qui relie la royauté suisse à la réalité française contemporaine. Et je veux qu'une partie des droits d'exposition soit reversée à un fonds pour l'éducation dans ma ville, pour que d'autres personnes aient des opportunités que je n'ai jamais eues. La générosité de Sylvie impressionna même le professeur. « Madame Sylvie, vous rendez-vous compte que vous pourriez renoncer à des centaines de milliers d'euros ?»« Professeur, j'ai découvert que j'ai un héritage de millions. Je peux me permettre d'être généreuse. » Dans les semaines qui suivirent, les préparatifs pour le voyage à Versailles s'intensifièrent. Le musée envoya des spécialistes pour faire une documentation photographique détaillée du collier et des historiens commencèrent à rechercher la vie de l'archiduchesse Catherine de Valmont en France. Pendant cette période, Thibault et Maxime firent quelques tentatives désespérées de réconciliation. « Sylvie, pouvons-nous parler ?» demanda Thibault, apparaissant à son appartement un samedi matin. « De quoi ? » ?»« De notre famille, des erreurs que nous avons commises. » Maxime était avec lui, semblant sincèrement repentant. « Sœur, nous savons que nous avons exagéré. Nous étions inquiets et avons mal réagi. » Sylvie les laissa entrer, mais garda une distance émotionnelle. « Que voulez-vous ? » « Nous voulons retrouver notre sœur, dit Thibault. Nous voulons être une famille à nouveau. Et comment comptez-vous faire ? Maxime prit une profonde inspiration. Nous reconnaissons que tu avais raison depuis le début. Le collier est vraiment spécial et tu méritais de le découvrir. Et nous voulons soutenir tes décisions. Si tu veux voyager en Europe, si tu veux faire l'exposition, si tu veux faire quoi que ce soit avec le collier, nous te soutenons. Sylvie les observa attentivement. Et les menaces, les tentatives de m'interner, l'avocat que vous avez engagé? Thibault baissa la tête. Nous avons déjà renvoyé Maître Bernard, et nous avons annulé toute procédure judiciaire contre toi. Pourquoi? Parce que nous avons réalisé que nous étions mus par la jalousie et la peur de perdre notre statut dans la famille, admit Maxime. Quand nous avons vu que tu avais découvert quelque chose d'aussi important, notre première réaction a été de minimiser ton exploit. Et maintenant? Maintenant, nous voulons apprendre de toi, dit Thibault. Nous voulons mieux comprendre notre histoire familiale. Nous voulons connaître notre arrière-grand-mère à travers tes recherches. Sylvie resta silencieuse quelques minutes, pesant les paroles de ses frères. Vous voulez vraiment connaître notre histoire familiale? Oui, répondirent-ils ensemble. Alors je vais vous raconter tout ce que j'ai découvert, mais à une condition. Laquelle? Ne plus jamais essayer de me manipuler ou de me menacer. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes décisions, nous en discutons en adultes civilisés. D'accord, dit Maxime. Et vous reconnaissez publiquement que le collier est à moi, sans contestation? Nous le reconnaissons, dit Thibault. Dans les heures qui suivirent, Sylvie raconta à ses frères toute l'histoire qu'elle avait découverte. Elle parla de l'archiduchesse Catherine de Valmont, de la fuite pendant la guerre, de la vie qu'elle avait construite en France en cachant ses origines nobles. Notre arrière-grand-mère a dû beaucoup souffrir, commenta Maxime après avoir entendu toute l'histoire. Imaginez laisser derrière soi un empire, une vie de luxe, et recommencer de zéro dans un pays étranger, dit Sylvie. Et elle n'a jamais rien raconté de tout ça à personne, probablement par sécurité. À l'époque, révéler des origines nobles européennes pouvait être dangereux. Il valait mieux être une immigrante ordinaire. Thibault resta pensif. Alors mamie savait tout ça quand elle t'a laissé le collier. Elle le savait, et elle a choisi de me le laisser parce qu'elle savait que je serais la seule à valoriser l'histoire derrière le bijou, pas seulement sa valeur monétaire. Comment le savait-elle? Parce que vous avez toujours montré plus d'intérêt pour l'argent et le statut que pour les souvenirs et les sentiments, dit Sylvie sans rancune. Mamie a dû s'en rendre compte au fil des années. Maxime soupira. Elle avait raison, notre première réaction a été de calculer sa valeur, pas de découvrir ce qu'il signifiait. Et quand vous avez compris qu'il pouvait valoir beaucoup, vous avez essayé de vous l'approprier, ajouta Sylvie. C'est vrai, admit Thibault. Et nous nous excusons pour cela. Dans les semaines qui suivirent, les 3 frères et sœurs se rapprochèrent à nouveau. Thibault et Maxime montrèrent un intérêt sincère pour l'histoire familiale et proposèrent même une aide financière pour le voyage de Sylvie en Europe. « Je n'ai pas besoin d'aide financière, dit-elle, mais je vous remercie du geste. Alors comment pouvons-nous t'aider? Vous pouvez m'aider à faire plus de recherches sur notre famille. Il doit y avoir d'autres documents, d'autres photos, d'autres histoires que mamie a gardées.
Les 3 frères et sœurs passèrent des jours à fouiller la maison héritée, cherchant des indices sur le passé familial. Ils trouvèrent de vieilles lettres, des photographies, et même quelques objets qui semblaient avoir une origine européenne. « Regardez ça », dit Maxime, montrant une petite boîte à musique avec des inscriptions en allemand. « Et cette photographie », dit Thibault, montrant un portrait de famille qui semblait appartenir à l'aristocratie suisse. « Apportons tout au professeur Étienne pour analyse », suggéra Sylvie. Le voyage des 3 frères et sœurs à l'université fut différent de tous les précédents. Pour la première fois depuis des années, ils travaillaient ensemble pour un objectif commun. Le professeur Étienne fut impressionné par la quantité de matériel historique qu'ils avaient trouvé. « C'est un trésor documentaire », dit-il en examinant les photographies. « Avec ce matériel, nous pouvons reconstruire complètement la vie de l'archiduchesse Catherine de Valmont en France. »« Professeur, cela changerait-il quelque chose à l'exposition de Versailles ? » ?»« Cela changerait tout. Au lieu d'une simple exposition sur les bijoux, nous aurions une exposition sur l'histoire d'une famille royale qui s'est réinventée sur un autre continent. C'est une histoire unique au monde. » Étienne expliqua que les nouvelles découvertes rendraient l'exposition encore plus précieuse historiquement. Des musées d'autres pays avaient déjà manifesté leur intérêt pour accueillir la montre après la saison à Versailles. « Madame Sylvie, vous pourriez bien entamer une tournée mondiale, dit-il. Votre histoire familiale peut être racontée à Paris, Londres, New York. Mais je ne veux pas que cela devienne un spectacle, dit Sylvie. Je veux que ce soit éducatif, que cela inspire les gens. Et ça le sera. L'histoire de votre arrière-grand-mère est une leçon sur la résilience, l'adaptation et la capacité humaine à reconstruire sa vie, même après avoir tout perdu. » Quelques mois plus tard, Sylvie était à Versailles, marchant dans les couloirs du palais où son arrière-grand-mère avait vécu plus d'un siècle auparavant. L'exposition « Le voyage de Catherine de Valmont, d'archiduchesse à immigrante » était devenue un succès international. Le collier était exposé dans une vitrine spéciale, entouré de photographies, de documents et d'autres objets de la famille. Mais ce qui impressionnait le plus les visiteurs, c'était l'histoire complète. Comment une femme de la noblesse royale était devenue une simple immigrante en France, créant une nouvelle vie sans jamais perdre sa dignité. Thibault et Maxime avaient également voyagé à Versailles, finançant leur propre voyage. Ils accompagnaient Sylvie lors des visites guidées et des conférences, fiers de la sœur qu'ils avaient tenté d'humilier. « Sylvie, je dois admettre une chose, » dit Thibault lors d'un dîner dans un restaurant versaillais. « Quoi ? » « J'ai honte de la façon dont nous t'avons traité au début de tout cela. »« Moi aussi, » approuva Maxime. « En voyant toute cette histoire, toute cette dignité de notre arrière-grand-mère, je réalise à quel point nous avons été mesquins. » Sylvie sourit à ses frères. « L'important était que nous avons grandi, nous tous. »« Comment ça ? J'ai appris à m'estimer et à ne pas accepter d'être traitée comme moins importante, » expliqua Sylvie. « Et vous avez appris que tout dans la vie ne se résume pas à l'argent et au statut. » Maxime leva son verre de vin. « Un toast à notre arrière-grand-mère, qui même après sa mort continue de nous enseigner des leçons importantes. Et à notre sœur, » ajouta Thibault, qui a eu le courage de découvrir la vérité alors que tout le monde doutait. Pendant son séjour à Versailles, Sylvie rencontra des historiens, des descendants d'autres familles nobles et des personnes qui partagèrent des histoires similaires de réinvention familiale. Elle découvrit que son histoire n'était pas unique, mais spéciale par la façon dont elle avait été préservée à travers les générations. « Madame Sylvie, » dit le directeur du musée lors de la cérémonie d'ouverture, « vous nous avez apporté bien plus qu'un bijou précieux. Vous avez apporté une histoire d'espoir. » « Espoir ? Oui, l'espoir que quoi que nous perdions dans la vie, nous pouvons toujours reconstruire notre identité et notre avenir. Votre arrière-grand-mère a perdu un empire, mais a gagné une nouvelle famille. Et vous avez perdu l'illusion d'être ordinaire, mais avez gagné la conscience d'être extraordinaire. L'exposition resta à Versailles pendant 6 mois avant de se rendre dans d'autres villes européennes. Dans chaque lieu, Sylvie était invitée à donner des conférences sur l'histoire familiale et la préservation de la mémoire. Quand elle revint en France, elle trouva une ville transformée. L'histoire de sa découverte avait inspiré d'autres personnes à rechercher leurs propres origines familiales. Le fonds éducatif qu'elle avait créé avec une partie des droits de l'exposition fonctionnait déjà, offrant des bourses d'études à des jeunes de familles modestes.
Madame Sylvie, dit une adolescente lors de l'inauguration d'un des programmes éducatifs, vous m'avez inspiré à rechercher ma propre famille. J'ai découvert que mon arrière-grand-mère aussi venait d'Europe, fuyant une guerre. Et qu'avez-vous découvert d'autre? Qu'il n'importe pas d'où nous venons, mais où nous allons. Et que chaque famille a des histoires spéciales, même si elles semblent ordinaires. Sylvie sourit, se rappelant comment elle s'était sentie ordinaire seulement quelques années auparavant. 2 ans après la découverte initiale, Sylvie était dans son appartement, observant une version miniature du collier qui avait été créé pour l'exposition permanente dans un musée d'histoire locale. Le collier original était conservé dans un coffre spécial, mais était régulièrement exposé dans des musées du monde entier. La sonnette a retenti. C'était un courrier spécial, une lettre de Versailles. « Chère Madame Sylvie, disait la lettre, nous avons le plaisir de vous informer que l'exposition sur votre famille a été sélectionnée pour faire partie de la collection permanente du Musée royal de Versailles. Cela signifie que l'histoire de l'archiduchesse Catherine de Valmont sera racontée pour toujours, inspirant les générations futures. » Sylvie sourit en rangeant la lettre avec soin. Son chemin avait commencé par l'humiliation et le mépris, mais s'était transformé en quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Le téléphone sonna. C'était Thibault. « Ma sœur, j'ai vu sur Internet que l'exposition va devenir permanente à Versailles. C'est vrai. Je suis fier de toi. Vraiment. Merci, Thibault. Sylvie, je peux te poser une question? Bien sûr. Tu regrettes quelque chose dans toute cette histoire? Sylvie réfléchit un instant. Je regrette d'avoir douté de moi-même si longtemps, mais je ne regrette pas d'avoir traversé tout cela. Les difficultés m'ont montré qui étaient vraiment les personnes importantes dans ma vie. Et nous, sommes-nous des personnes importantes? Vous êtes mes frères, vous serez toujours importants. Mais maintenant, c'est d'une manière saine, pas par obligation ou peur. Après avoir raccroché, Sylvie se dirigea vers le balcon de son appartement, d'où elle pouvait voir toute la ville. C'était la même vue qu'avant, mais elle-même avait complètement changé. Madame Solange apparut sur le balcon voisin. « Bonjour Sylvie, comment s'est passée la livraison? » « Une bonne nouvelle, l'exposition va être permanente à Versailles. »« Formidable, et comment te sens-tu » Sylvie sourit. « Je me sens complète. J'ai découvert d'où je viens, je sais qui je suis, et j'ai une vision claire de là où je vais. »« Et où vas-tu » ?»« Là où j'ai toujours voulu aller, Madame Solange. Vers un endroit où je peux être moi-même, sans peur et sans honte. » Ce soir-là, Sylvie écrivit dans son journal « Aujourd'hui, cela fait 2 ans que j'ai découvert la véritable valeur du collier de grand-mère. Mais plus important que de découvrir qu'il valait des millions, c'est d'avoir découvert que je valais bien plus que je ne l'imaginais. Le voyage m'a appris que nous ne sommes pas définis par ce que nous héritons, mais par ce que nous faisons de notre héritage, et que parfois, ce qui semble être la plus petite partie de notre chance peut en réalité être le plus grand trésor que nous puissions recevoir. » Fin de l'histoire. Cette histoire fictive a été créée pour toucher nos cœurs. Maintenant, dites-nous ce que vous en avez pensé. Croyez-vous que Sylvie a fait les bons choix? Comment réagiriez-vous si vous découvriez un héritage aussi précieux? Partagez votre avis dans les commentaires avec des mots sincères. Nous sommes émus de raconter des histoires qui touchent l'âme et nous serions ravis de lire votre opinion. Merci beaucoup pour votre compagnie. N'oubliez pas de laisser un like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes.